Donc, nous pouvons ici maintenant définir la non-violence. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est Gandhi qui nous a offert ce mot-là. Il a traduit le mot sanskrit ahimsa, H-I-M-S-A, A, préfixe privatif, himsa, qui signifie violence, qui signifie plus exactement, dans le langage sanskrit, le désir de violence qui est en tout homme. Je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, que nous avions vis-à-vis de l'autre, dans un premier temps, un désir de violence, un désir d'élimination, d'exclusion, d'éloignement de l'autre. Bien, l'ahimsa, c'est la prise de conscience de ce désir de violence qu'il y a en chacun de nous pour l'apprivoiser, pour le dominer et le transmuter. Voilà. Et alors, Gandhi, bon alors, nous connaissons tous Gandhi, nous connaissons même son visage, mais malheureusement Gandhi est très peu étudié en France. Tout particulièrement, l'université française a exclu Gandhi de l'université sous prétexte qu'il était trop mal habillé, en lui disant « allez vous rhabiller ». Vous savez, Churchill, qui avait le plus grand mépris pour Gandhi, Churchill, qui étant jeune, avait été officier en Inde, disait que Gandhi était un ancien avocat devenu fakir, maigre et nu. Bon. On n'entre pas nu, à moitié nu à l'université française. Mais c'est un cas franco-français. Il n'y a aucun cours sur la non-violence à l'université française, aucun cours sur Gandhi, mais c'est franco-français. Quand je vais en Italie, quand je vais en Espagne, j'ai des amis universitaires qui écrivent sur Gandhi, qui donnent des cours sur Gandhi. Je suis même invité à Bogota, à Sao Paulo, à des colloques universitaires sur la non-violence. Quand il y aura un colloque universitaire en France sur la non-violence, prévenez-moi, enfin, je serai peut-être prévenu avant vous, mais enfin, ça sera exceptionnel. Ça sera exceptionnel. Alors pourquoi on pourrait peut-être avancer quelques éléments, l'occupation allemande, effectivement, oui, comment parler de non-violence, les luttes anticoloniales, le marxisme qui a quand même été très prégnant dans l'intelligentsia française et qui évidemment ne préconise pas la non-violence, et puis l'État jacobin aussi, etc., etc. Alors Gandhi, c'est pas facile, effectivement, c'est 90 volumes. 90 volumes en anglais, la taille d'un grand Larousse. Je dois vous confesser que je n'ai pas terminé ma lecture, qu'il me faudra plusieurs vies postérieures pour terminer ma lecture. Et si je suis un réincarné sur la forme d'un rat, j'espère que ce sera un rat de bibliothèque pour pouvoir tranquillement terminer. Alors, je crois que... mais enfin, Marx, c'était aussi beaucoup de livres, hein, donc les intellectuels français auraient pu quand même lire au moins une vingtaine de livres de Gandhi. Alors, la meilleure définition que j'ai trouvée de Gandhi sur la non-violence est celle-ci. La non-violence parfaite est l'absence totale de malveillance à l'encontre de tout ce qui vit. Définition à deux temps. Première partie de la définition, absence totale de malveillance vis-à-vis de tout ce qui vit. Alors ça signifie une chose, ça signifie précisément que notre première réaction risque d'être une réaction de violence, de malveillance, d'hostilité. Deuxième partie de la définition, la non-violence est une volonté de bienveillance à l'égard de tout ce qui vit. Passer de la malveillance à la bienveillance. Passer de l'hostilité à l'hospitalité. Ce sont les mêmes mots. Et nous avons à chaque moment, vis-à-vis de l'autre, de passer d'une première réaction probable de malveillance à une bienveillance, d'hostilité à l'hospitalité. Je remarque aussi Gandhi dit à l'égard de tout ce qui vit, et non pas simplement de tout être humain, ce qui inclut notamment l'être animal. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler longuement, mais je crois que c'est une vraie question. Ne nous moquons pas, n'ironisons pas. Vous me direz, l'animal n'est pas un être de raison. Encore que, n'est-ce pas? Toutes les études qui ont été faites sur le monde animal nous montrent toute la complexité du monde animal. Nous ne sommes plus à Descartes, n'est-ce pas, qui disait que l'animal, c'est un assemblage de ressorts et de rouages. Et puis, si l'animal n'est pas un être de raison, c'est un être d'émotion. Et il n'est certainement pas dans la nature de l'homme
de violenter et d'être cruel vis-à-vis de l'animal. C'est un être de souffrance. Vous savez, la réaction des enfants, je crois, est très naturelle et très significative. Un enfant ne peut pas accepter l'idée qu'on tue un animal. J'ai des poules et j'ai des petits-enfants. Si mon petit-enfant apprenait que lorsqu'il y a trop de poules, il faut bien en tuer quelques-unes, il serait totalement traumatisé, totalement traumatisé. Et il risque de s'habituer plus tard, évidemment, mais bon, donc je ne sais pas si parmi vous, beaucoup aiment la tauromachie, etc., mais beaucoup vont à la chasse, les week-ends, mais non, je crois qu'il n'est pas dans et puis toutes ces souffrances de l'élevage industriel. Bon, je crois qu'il y a non, le respect de l'animalité, c'est pas de la sensiblerie, c'est pas de la maladie, et ne croyons pas qu'on respectera moins l'homme en respectant mieux l'animal. Je crois que c'est tout. Je crois que la violence vis-à-vis de l'animal est une propédeutique pour la violence envers l'homme. Regardez les injures animalières. Comment j'ai besoin d'animaliser mon ennemi pour mieux être violent à son encontre? Cet homme-là, ce n'est pas un homme, c'est une bête. J'ai besoin, n'est-ce pas, de rabaisser mon ennemi à l'état d'animal pour mieux me justifier d'être violent. Bon. Alors, donc Gandhi, le génie de Gandhi, ce n'est pas simplement d'avoir été un philosophe au sens propre du mot, pas au sens universitaire du mot, ce pas des gens qui écrivent des livres incompréhensibles et qui sont lus que par d'autres universitaires, mais au sens que nous sommes tous des philosophes, c'est-à-dire en recherche d'un sens à notre existence. Alors, c'est un philosophe, oui, un sage, donc, mais c'est aussi un stratège. Et le génie de Gandhi, c'est d'avoir réconcilié le réalisme politique et l'exigence éthique. L'exigence spirituelle, l'exigence morale, l'exigence philosophique. Vous choisissez le mot qui vous convient le mieux. Je crois que le dysfonctionnement de nos sociétés, c'est précisément ce divorce, cette rupture, cette dichotomie qui existe entre, d'une part, l'exigence morale, l'exigence éthique, et d'autre part, le réalisme. Et justement, là encore, l'idéologie dominante nous laisse croire qu'au nom du réalisme, nous sommes bien obligés de nier les exigences éthiques et de les renier. Comme si nous n'avions le choix que qu'entre des moyens moraux mais inefficaces et des moyens efficaces mais immoraux. Vous connaissez peut-être la distinction établie par Max Weber entre la morale de la responsabilité et la morale de conviction. Et il nous dit que précisément sur le thème de la violence. La morale de la responsabilité, c'est celui qui est responsable des conséquences de ses actes. Et celui-là, en politique, il devra bien obliger d'utiliser la violence. Et l'homme de conviction, celui qui n'est soucieux que de respecter l'exigence morale, il n'utilisera pas la violence, mais il ne pourra pas être dans l'action politique. En renonçant à la violence, il devra renoncer à l'action politique. Et c'est une idée confuse qui traîne encore un peu partout. Rappelez-vous aussi ce que Peggy disait de Kant, il a les mains pures, mais il n'a pas de main. Gandhi a réconcilié le réalisme politique avec l'exigence. Alors, Gandhi va en quelque sorte établir une révolution copernicienne. Dans l'idéologie de la violence légitime, finalement, nous avons le choix entre la violence et la lâcheté. Si je ne suis pas violent, je suis lâche. Bon, j'évoquais les objecteurs de conscience. J'ai vécu cela très souvent quand un jeune venait dire à ses parents qu'il voulait être objecteur de conscience. Dans un premier temps, les parents, le plus souvent, avaient honte que leur fils devienne objecteur de conscience. Comment allons-nous apprendre cela à nos voisins? Ils auraient beaucoup préféré que ce soit le fils des voisins qui soit objecteur de conscience. C'est honteux. L'objecteur de conscience, c'est celui qui n'avait pas le courage
de faire son service militaire, celui qui avait peur de faire la guerre. C'est celui qui n'avait pas de virilité. Et alors, on assistait parfois à ces choses extraordinaires que les enfants éduquaient leurs parents. Et leur faisaient comprendre toute la beauté de la non-violence, qu'il y avait plus de courage dans la non-violence que dans la violence. Donc, dans l'idéologie, je suis en quelque sorte victime d'un chantage qui me fait choisir la violence pour ne pas être lâche. Encore que, je peux choisir la violence pour l'acheter. Et Gandhi nous dit, si le choix n'était possible qu'entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence. Mais il ne dit pas ça abstraitement. Il dit ça en rapport avec la lutte concrète des Indiens pour leur indépendance par rapport au colonialisme britannique. Je préférerais, dit-il, voir les Indiens lutter les armes à la main contre l'injustice de l'oppression britannique plutôt que de les voir lâchement se résigner au colonialisme. Si le choix n'était qu'entre la violence et la lâcheté, je conseillerais la violence, mais, parce qu'il y a un mais, certains ne citent que la première moitié de la phrase de Gandhi, mais il y a une seconde moitié essentielle, mais ma conviction, c'est que la non-violence est de beaucoup supérieure à la violence, que la non-violence demande beaucoup plus de courage que la violence, que la loi de l'homme est la loi de la non-violence, comme la loi de la brute est la loi de la violence. Donc c'est cette révolution copernicienne opérée par Gandhi. Nous n'avons plus le choix entre la violence et la lâcheté, nous avons le choix entre la lâcheté, la violence et la non-violence. La lâcheté, la violence et la non-violence. Et c'est à chacun de choisir, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Et je n'entends pas faire des procès d'intention, m'introduire en donneur de leçons, en professeur de morale. Je pense que c'est à chacun de choisir. Alors, je ne sais